All rise. Veuillez vous lever. Please be seated. I would like Le président, j'aimerais revenir quelques instants sur la question des privilèges dont bénéficient les journalistes. Nous avons en fait un procès, le procureur contre Brjanin et Talic, décision relative à l'appel interlocutoire qui concerne ce sujet. Et dans l'intérêt du compte-rendu d'audience, puisque l'argument que vous avez développé, maître, risque de créer quelques légères confusions, j'aimerais que des précisions soient apportées. La décision de la Chambre d'appel à l'issue de cet appel interlocutoire concernait des correspondants de guerre, le correspondant de guerre, Randall, qui avait été enjoint à comparaître et avait refusé de témoigner. En l'espèce, la Chambre d'appel avait fait remarquer, je cite, « Les correspondants de guerre sont bien entendu libres de témoigner devant un tribunal international et leur témoignage aide le tribunal international à remplir pleinement sa fonction, qui consiste à faire répondre de leurs responsabilités les individus qui ont commis des crimes en vertu du droit international humanitaire. La décision actuelle concerne uniquement le cas où un correspondant de guerre qui a été invité à témoigner refuse de le faire. À cet égard, la Chambre d'appel a décidé qu'aucun privilège ne pouvait protéger des journalistes contre l'obligation de témoigner. Mais avant que l'injonction à comparaître pour témoigner ne soit émise à l'égard d'un journaliste, il importe de satisfaire à deux critères importants. D'abord, la partie appelante doit démontrer que l'élément de preuve ne peut pas être obtenu dans des conditions raisonnables à partir d'une autre source. Et deuxièmement, elle doit présenter sa requête de façon très claire. Fin de citation. J'ai l'impression qu'il n'y avait rien en l'espèce qui indiquait la position ou la participation d'une agence de presse. En l'espèce dont je parle, l'affaire Brjanin. Donc la décision dont je viens de parler date du 11 décembre 2002. Et pour que tout soit précis sur la question, je tenais à dire ce que je viens de dire. Nous pouvons maintenant revenir à la procédure qui nous occupe. Donc vous pouvez continuer encore 1h30. Jusqu'à 13h30, nous allons continuer avant de faire la pause. Je remercie Maître Gibson pour les arguments qu'elle a présentés pendant la première partie de l'audience. Maître Gibson, je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais peut-être interrompre les arguments du Conseil relatif à Srebrenica pour répondre à ce que vous venez de dire, Monsieur le Président. Nous convenons tout à fait que le privilège dont bénéficient les correspondants de guerre est un privilège nuancé. Donc ce n'est pas un principe absolu qui s'applique dans toutes les circonstances, puisqu'il faut satisfaire à un certain nombre de critères avant qu'un journaliste puisse être enjoint ou contraint à témoigner dans le cadre d'un procès. Notre argument par rapport à la décision Brjanin, et je renvoie les juges de la Chambre à notre mémoire en appel, note de bas de page 195. Donc, à notre avis, la décision Brjanin est pertinente par rapport à des situations qui impliquent qu'un correspondant de guerre a été enjoint à comparaître et a refusé de témoigner. Cette décision concernait l'affirmation d'un privilège
et pas nécessairement le fait d'y renoncer. La Chambre d'appel n'a pas traité la question qui se présentait en l'espèce, à savoir la possibilité de renoncer à un privilège. Le journaliste de l'agence de presse, pour cette raison, d'après nous, pouvait être évoqué et il valait la peine de soulever la question car cette question, à notre avis, n'avait pas été totalement réglée dans le cadre de la jurisprudence du tribunal. Je vais maintenant rendre la parole à mon conseil principal pour qu'il continue la présentation de ses arguments. Maître Robinson, merci Monsieur le Président. Pour revenir à la question de Srebrenica et à la corroboration ou non du témoignage de Momir Nikolic, qui était à la base de la conclusion de la Chambre de première instance, selon laquelle le président Karadzic avait déclaré que les prisonniers devaient être emmenés ailleurs qu'à Zvornik, j'indique qu'aucun article du règlement n'empêche une chambre de première instance de fonder une de ses conclusions sur un élément de preuve non corroboré soumis par un participant à un crime qui a conclu à un accord avec l'accusation. La question qui se pose est celle de savoir s'il était raisonnable pour la chambre de première instance d'agir dans ce sens. Nous ne disons pas que l'attitude de la Chambre de première instance n'a pas été raisonnable par rapport à Momir Nikolic, mais le témoignage entendu de la bouche de Nikolic devait être évalué afin de savoir s'il était raisonnable ou pas. Dans l'affaire Mladic, la Chambre de première instance a refusé de répondre au témoignage non corroboré de Momir Nikolic concernant une allégation du général Mladic selon laquelle les prisonniers devaient être tués. La Chambre de première instance a déclaré, je cite, en l'absence de corroboration d'un événement potentiellement important, la Chambre de première instance estime qu'elle est incapable d'établir au-delà de tout doute raisonnable que la rencontre entre Nikolic et Mladic a eu lieu et que Mladic a bien fait le geste de la main qui a été allégué. Fin de citation. Dans l'affaire Blagojevich, la Chambre de première instance a conclu, je cite, que Momir Nikolic ne peut pas être considéré comme crédible entièrement ou comme témoin fiable sur des questions qui concernent directement les connaissances de l'accusé, sa connaissance de l'accusé, à savoir en particulier ce qu'a pu dire ou faire le colonel Blagojevich pendant ces réunions ou ce qu'on lui a dit exactement. Il faut qu'il y ait corroboration de cet élément de preuve avant de conclure, de prononcer une conclusion contraire à l'accusé. Fin de citation. Le danger que revêt le fait de tirer des conclusions issues d'un libellé ambigu que l'on trouve dans des conversations interceptées se présente dans un certain nombre d'affaires. Il y a eu des conversations interceptées qui évoquaient la nécessité de contribuer à la distribution de 3500 paquets. Toutefois, la Chambre d'appel a considéré que si ces informations pouvaient être en langage codé, leur signification n'était pas suffisamment claire pour conclure qu'il n'y avait pas d'autre interprétation possible. Fin de citation. La même chose peut être dite de la conversation entre Deronic et Karadzic. La Chambre de première instance a déclaré que l'utilisation d'un code était manifeste, mais que dans l'affaire Krstić, il avait été possible, et il était même plausible, que ce qui était dit de façon codée soit compris, car l'armée bosno-musulmane ne pouvait pas connaître le lieu exact où se trouvaient les prisonniers. Néanmoins, il n'est pas raisonnable pour la Chambre de première instance de pouvoir ou de devoir formuler des conclusions critiques selon lesquelles le président Karadzic aurait ordonné que des prisonniers soient emmenés à Zvornik et exécutés sur la seule base de la déposition de Nikolic. Notre Chambre de première instance a également fait référence au témoignage d'un témoin qui a témoigné que le colonel Behara lui aurait dit que l'ordre de se débarrasser des prisonniers était venu des deux présidents. Mais le même témoin a déposé en disant qu'il pensait que Behara avait invoqué de façon faussée une autorité supérieure pour la convaincre de lui apporter son concours. Le témoin a déclaré qu'il ne croyait pas un instant que le président Karadzic avait ordonné un quelconque meurtre. Donc, rien ne permet de corroborer que le président Karadzic a ordonné que des personnes soient emmenées à Zvornik pour y être exécutées. Revenons maintenant à la base de la conclusion selon laquelle le président Karadzic
a été d'accord et a adhéré au plan d'exécuter les prisonniers de Srebrenica. Nous voyons que là, deux éléments se présentent. Pas seulement la conversation avec Deronic, mais également les actes qui s'en sont suivis. Donc, examinons les actions suivantes du président Karadzic, auxquelles a fait référence la Chambre de première instance. Il y en a eu trois. Une des actions suivantes a consisté pour le président Karadzic à refuser l'accès aux organisations internationales, aux zones impliquées dans les versions A et B concernant Bratunac. Ceci est tout simplement contraire à la vérité. La base de cette conclusion réside dans le fait que le 24 juillet, un rapporteur spécial des Nations Unies avait envoyé une lettre au président Karadzic dans laquelle il demandait d'accéder à Srebrenica. Je ne me rappelle pas exactement si le président a répondu ou pas. Je crois qu'il ne l'a pas fait. En tout cas, selon le rapport des Nations Unies concernant les événements de Srebrenica, il est indiqué que le CICR a pu se rendre dans la zone de Srebrenica-Bratunac le 27 juillet. L'accusation a reconnu cela dans son mémoire au paragraphe 443. La Chambre de première instance a considéré que l'ordre du président Karadzic du 14 juillet déclarant l'état de guerre dans la région de Srebrenica-Skelani a également servi à favoriser l'exclusion des observateurs internationaux de la zone. Mais il avait été ordonné également que les prisonniers soient emmenés à Zvornik pour être exécutés, selon ce qui a été indiqué, et il aurait voulu dissimuler ces exécutions dans le cadre de sa déclaration de guerre qui concernait, entre autres, la municipalité de Zvornik. Donc il n'y a aucune base réelle pour affirmer que le président Karadzic aurait refusé l'accès aux représentants internationaux. Ensuite, la Chambre de première instance a considéré que, je cite, l'accusé s'est lancé dans un effort visant à diffuser de fausses informations au sujet du sort réservé aux hommes musulmans de Bosnie, fin de citation. Et troisièmement, il a été considéré que, je cite, l'accusé n'a entrepris aucune action pour lancer des enquêtes et des accusations concernant des faits impliqués dans l'opération de Srebrenica, fin de citation. Ces éléments présupposent que le président Karadzic aurait ordonné le transfert de prisonniers, mais même si le président Karadzic, par la suite, aurait pu considérer que des prisonniers avaient été exécutés ou le découvrir, les meurtres de cette nature auraient relevé de sa responsabilité de supérieur hiérarchique, mais n'équivalent pas au fait d'avoir partagé un objectif commun visant à l'exécution de ces prisonniers. Et nous le soulignons au paragraphe 79, l'accusation aurait dû prouver que le président Karadzic non seulement était au courant des exécutions, mais savait qu'elles avaient été commises dans l'intention de détruire les musulmans de Bosnie pour le fait qu'ils étaient musulmans de Bosnie. Dans l'affaire Popovic, la connaissance qu'avait Lyubomir Borovtchanin des meurtres de Kravica n'équivalait pas au fait de dire qu'il était au courant que ces meurtres avaient été commis dans une intention génocidaire. Dans l'affaire Blagojevic, la Chambre d'appel a considéré que même si Blagojevic savait que des meurtres avaient été commis, il n'avait pas connaissance de la qualité, de la nature massive de ces meurtres et qu'aucun juge des faits raisonnables ne pourrait avoir considéré qu'il avait connaissance de cela. La Chambre de première instance a estimé qu'il n'y avait pas corroboration des faits s'agissant de la conclusion selon laquelle le président Karadzic aurait donné son accord ou aurait adhéré au plan d'exécuter les prisonniers de Srebrenica. Donc, lorsqu'on examine de plus près les conclusions relatives au président Karadzic, le fait qu'il était membre d'une entreprise criminelle commune visant à tuer les prisonniers dans un certain nombre de lieux et qu'on les relie au témoignage de Momir Nikolic, selon lequel ce dernier aurait entendu Deronic dire que le président Karadzic avait ordonné que les prisonniers soient emmenés à Zvornik, nous avançons les arguments que nous venons d'avancer. Srebrenica est le crime de guerre le plus documenté du XXe siècle. Des conversations interceptées, des copies d'ordre, des éléments de preuve de médecine légale ont permis aux procureurs et aux juges de reconstituer les événements après la chute de Srebrenica minute par minute. Avec tous ces éléments de preuve, nous disons qu'il n'existe pas un seul élément
corroborant le fait que le président Karadzic aurait ordonné l'exécution de ses prisonniers. Dans le jugement Krstić, la Chambre d'appel a indiqué, dans l'arrêt Krstić, se corrige l'interprète, la Chambre d'appel a indiqué que, je cite, « Le génocide est l'un des pires crimes connus par l'humanité. Sa gravité est reflétée dans l'exigence d'une intention spécifique pour être prouvée. Des déclarations de culpabilité pour génocide ne peuvent être prononcées que lorsque cette intention a été établie. La Chambre de première instance, dans ses conclusions, selon lesquelles le président Karadzic aurait partagé l'intention de tuer les prisonniers de Srebrenica, ne s'approche même pas du respect de la norme imposée. Le président Karadzic est assis devant vous et Biljana Plavšić avant lui ont été déclarés coupables devant vous de crimes de génocide. Lui ne l'a pas commis. La fonction principale d'une chambre d'appel consiste à corriger de telles erreurs et à empêcher des déclarations de culpabilité erronées. Donc je vous demande de revenir sur votre déclaration de culpabilité pour génocide concernant le président Karadzic en vertu du chef d'accusation numéro 2. Je vous remercie. Le président, est-ce que vous avez terminé votre présentation? Maître Robinson, oui, monsieur le président. Le président Karadzic va maintenant poursuivre. Monsieur Karadzic, encore une fois, bonjour, monsieur le président, messieurs les juges. Je vais revenir sur plusieurs moyens d'appel dont je crois qu'ils sont particulièrement importants pour bien comprendre ma position dans le cadre de cet appel. Je ne voudrais pas abandonner les fondements de la procédure appliquée par la présente institution, car cela me mettrait en position de faiblesse, car cela impliquerait que nous avons admis les 4 premiers chefs. Ce que je suis sur le point de dire ne peut pas être dit en termes plus modérés, malheureusement. Je tiens surtout à ne pas offenser les membres de la Chambre de première instance qui pourraient avoir été aidés dans leur rédaction du jugement par un grand nombre de jeunes personnes sans expérience qui pouvaient également nourrir un certain nombre de préjugés, mais n'avaient pas une parfaite compréhension de notre culture locale, de nos lois et de notre Constitution. J'apprécie la valeur du travail de la partie adverse, du bureau du procureur, mais ce travail fait néanmoins de ma part l'objet de critiques. L'acte d'accusation repose sur un volume très important de documents, comme Maître Gibson l'a indiqué à juste titre, volume immense qui nous a mis dans l'impossibilité de faire la différence entre l'arbre et la forêt. Ce qui m'a surpris, c'est que nous ne nous soyons pas étonnés des motivations qui présidaient à la présentation d'un si grand nombre de documents. Comment se fait-il que l'élite intellectuelle, morale et professionnelle des Bosno-Serbes ait pu participer à la politique à laquelle elle a participé? Je ne serais pas moi-même entré en politique si cela n'avait pas été pour relever un certain nombre de défis que l'accusation a contestés et a considérés, déclarés comme des objectifs criminels. En d'autres termes, pourquoi est-ce que des professeurs d'université, des juristes, des médecins de Bosnie-Herzégovine, des personnes qui ont passé plus de 40 ans à exprimer leur désaccord sous le régime communiste aient pu participer et commettre des actes qualifiés de cette façon? L'accusation s'efforce de déterminer mon état mental, mon mens rea, dans des déclarations politiques émanant de moi qui ont toujours été destinées à produire un effet politique, mais également à partir de remarques que j'aurais faites en passant, de plaisanteries ou de remarques de tierces personnes responsables ou moins responsables, des officiels ou des personnes non officielles. Toutefois, il y a une chose que l'on ne peut pas contourner
Et c'est la suivante. Quelle a été la raison qui aurait poussé les Serbes à se lever et à se défendre? L'acte d'accusation et malheureusement le jugement, lui aussi, fourmille de conclusions indiquant que je me serais efforcé de convaincre, de pousser à la division de la Bosnie-Herzégovine. La Bosnie-Herzégovine, pour commencer, n'avait pas le droit de faire sécession. Le juge Cassez est une éminente personnalité de ce tribunal, a écrit qu'il s'agissait simplement d'un comportement révolutionnaire, mais que la Bosnie-Herzégovine n'avait pas le droit de faire sécession unilatéralement, qu'il s'agissait là d'un acte de violence. Un témoin de l'accusation, M. Trainor, a déclaré que ce qu'ont fait le HDZ et le SDS devant l'Assemblée de la Bosnie-Herzégovine le 15 octobre consistait à pratiquer la violence politique. Je vous donnerai la référence de cette déclaration dans un instant. Et depuis ce moment, l'accusation s'en est tenue à sa position malgré la déposition, l'extrait de déposition que je viens de citer. C'est un fait qui a contraint tout le peuple serbe de Bosnie-Herzégovine à entrer en action. Nous voyons donc le juge Cassez à Paris en 1991. Les 6 républiques yougoslaves n'avaient pas le droit d'entraîner la moitié d'une nation dans un acte aussi indépendant que la demande d'indépendance pour la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine et la République fédérale yougoslave de Macédoine. Ces actes ayant tous été commis hors des frontières des normes légales applicables à l'époque. Fin de citation. C'est ce qu'indique un magazine français. Vous verrez dans l'acte d'accusation et dans le jugement à combien de reprises j'ai été critiqué et accusé pour un certain nombre d'actes juridiques légaux au motif que je n'aurais pas eu autorisation de les faire et que je portais une responsabilité pénale dans mon propre pays pour acte de haute trahison, alors que j'aurais dû répondre légalement dans mon propre pays pour haute trahison si je n'avais pas accompli ces actes. Donc je vais sauter un certain nombre de sujets car la série de mes diapositives n'est pas ordonnée de façon idéale. L'accusation a imposé à la Chambre de premier étage de ne pas aborder un certain nombre de questions tout à fait fondamentales, mais de s'efforcer de déterminer mon mens rea, mon état mental, pour la construction d'un immeuble entre le 5e étage et le toit. Vous voyez sur la diapositive que je montre maintenant que la Chambre de première instance a accepté la proposition de l'accusation qui affirmait que ma première déclaration lors de l'Assemblée constituante de mon parti, y compris, consistait à s'opposer à une coopération avec les autres partis. Mais regardez l'image que je vous montre, ce texte intégral qui signifie très clairement que le parti dont il est question s'empêche de coopérer avec qui que ce soit qui serait opposé à la Yougoslavie, opposé aux Serbes ou qui aurait des idées antisémites ou antidémocratiques.
Autrement dit, fondamentalement des idées anti-humanistes. Et voilà ce qui m'a motivé pour entrer en politique, alors que personnellement, je n'avais aucune nécessité de le faire. Dans une telle situation, nous savons bien qu'autour de nous, toutes sortes de choses horribles se passent, mais dans cette situation, l'accusation et malheureusement, la Chambre de première instance, elle aussi, ont maintenu que je n'avais pas le droit de m'opposer à cette sécession unilatérale de la Bosnie, que je n'avais pas le droit d'inviter la population à rejoindre l'armée populaire yougoslave, à savoir la seule force armée légale et légitime. Or, tous ces arguments ressemblent fort à la création d'une surchauffe politique vis-à-vis de l'ancien régime. Voyons maintenant ce qui est écrit au paragraphe 2654. Il était clair que même dans les allocutions au cours desquelles des mots étaient prononcés en faveur de l'amélioration des relations multiethniques et contre la violence, l'accusé a souligné qu'il avait été attaqué et refuserait de coopérer avec qui que ce soit qui aurait des opinions contraires aux Serbes. Fin de citation. Cette déclaration, en tout cas la première partie de cette déclaration, datait d'1 an et demi à l'époque de la publication de l'extrait que je viens de vous lire. Mais dans le but de salir mon image et de me présenter comme quelqu'un qui n'avait d'intérêt que pour son propre peuple, la deuxième partie de la phrase, datant de 1990, a été ajoutée ce jour-là. Je crois que c'était quelque chose qu'il ne fallait absolument pas faire. La Chambre de première instance aurait dû tirer la sonnette d'alarme et dire qu'agir de la sorte n'était pas acceptable. Comme je l'ai dit, mes diapositives ne sont pas parfaitement ordonnées. Autrement dit, j'étais accusé d'avoir, de façon injuste et injustifiée, terrorisé les Serbes de Bosnie en parlant de génocide, génocide qui n'a jamais eu lieu dans notre histoire, mais que j'aurais inventé. En fait, il n'y a pas un seul habitant de la Bosnie-Herzégovine qui n'a pas dans sa famille une ou plusieurs victimes du génocide commis par les fascistes durant la Seconde Guerre mondiale. Si qui que ce soit, si chacun le sait parfaitement bien, et s'il y a quelqu'un qui le sait parfaitement bien, ce sont les membres de l'institution devant laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. La montée des tensions dans notre pays a résulté d'un regain et d'une reprise de cette idéologie ancienne, comme M. Goldstein l'a déclaré. Et c'est ici que nous voyons revenir le passé. Il a dit « L'année 1941 est en train de revenir », fin de citation. Alors, maintenant, sur la diapositive qui apparaît, vous voyez le grand moufti en visite à Sarajevo. À ce moment-là, une division constituée de musulmans de Bosnie avait été créée, la division Anjar, qui avait été donnée à Hitler. Il s'agissait d'une unité particulièrement connue, particulièrement violente et très portée à commettre des massacres contre les Serbes, les Juifs et les Roms. Donc c'est dans les rangs de cette division Anjar que ces crimes ont été commis, et au moment où je parlais, les Serbes étaient censés ne pas s'inquiéter du retour de ces circonstances. Ici, en 1983, M. Izetbegovic
dans la diapositive que nous voyons maintenant. Il s'agit de 1983, au moment où M. Izetbegovic a été condamné pour la deuxième fois au motif d'avoir été l'auteur de la déclaration islamique qui, à partir du moment où il est arrivé au pouvoir, est devenue la plateforme centrale de son action politique. Lorsque les juges l'ont déclaré coupable en 1983, j'ai apporté mon concours à mes amis à Belgrade et en particulier à Dobrivoje Ćosić pour le défendre parce que, selon moi, personne ne devait être emprisonné pour avoir été l'auteur d'un livre. Il m'a été dit que les chrétiens ne seraient pas affectés par ce livre, mais vous voyez sur la diapositive que 5 juges musulmans l'ont considéré coupable. Ça, c'est un autre élément à prendre en considération. Et puis, il y a Colin Powell qui déclare que les Serbes avaient de bonnes raisons de s'inquiéter du fait qu'ils allaient devenir un peuple sans nom. Et là, nous voyons à l'écran un autre extrait de jugement prononcé contre Izetbegovic. Ce sont des mots qui figurent dans un livre qui ont servi à me mettre en accusation et sont donc à partir de ce moment-là devenus une menace réelle contre nous. Vous voyez ici ce qui pouvait arriver à ceux qui s'opposeraient à cette idée. Je dois revenir maintenant sur un certain nombre de situations dans lesquelles mes propos ont été travestis. Le jugement fourmille de propos travestis, propos formulés par moi, qui ont été soumis à la Chambre de première instance par l'accusation. Nous voyons ici à l'écran une autre conversation qui date de juillet 1991. Milošević dit à l'accusé que leur objectif consiste à une intégration détruite selon nos inclinations. Fin de citation. On est en juillet 1991. La Bosnie est encore en paix et il dit qu'il le regrette, mais que la Bosnie est au bord de la sécession et qu'il nous faut prendre en compte notre propre intérêt. Mais ce dont il est question dans cette conversation, c'est de la Yougoslavie. Cela n'a rien à voir avec la seule Bosnie. Au cours de nos activités, nous nous sommes appuyés sur la constitution de la Yougoslavie et sur la constitution de la Bosnie-Herzégovine, ainsi que sur la loi de défense, les lois relatives à la défense. Et nous nous sommes également appuyés plus tard sur les résultats de la conférence de paix qui se déroulait à La Haye. En novembre 1991, nous avons reçu ce document comme un document légal concernant les territoires sur lesquels nous étions majoritaires. C'est ce qu'on avait l'habitude de désigner sous le nom de statut spécial. Vous voyez ici un autre extrait des propos du juge Cassese dont j'ai donné lecture il y a un instant. J'ajoute que les séculiers musulmans étaient alignés sur nos positions et qu'ils avaient appuyé les accords conclus par Izetbegovic sur lesquels il est revenu par la suite. Encore une fois, à l'écran maintenant, vous voyez l'expert de l'accusation, M. Trenor, qui déclare le 15 octobre, alors que je prononçais le discours qui plus tard a été interprété comme constituant une menace, il s'agissait en fait d'un plaidoyer et d'un avertissement quant à un risque imminent d'être entraîné dans la guerre. Si j'avais souhaité la guerre, j'aurais applaudi aux efforts des musulmans à l'époque. Si j'avais eu en tête une entreprise criminelle conjointe ou un objectif criminel, eh bien, il était impossible de le réaliser en l'absence d'une guerre. Mais la seule partie qui a fait des concessions jusqu'à la dernière minute pour éviter la guerre, cela a été la population serbe. Une autre déclaration.
Milicevic m'a conseillé d'accélérer la mobilisation, de nous procurer des armes et de sauver les Serbes. Il n'y avait pas de guerre encore. Et ici, je demande au président Milosevic si cette trêve avec les Croates est une trêve honnête. Et il dit, pour l'instant, car il se trouve dans une situation difficile, mais ceci n'est pas honnête sur le long terme. Ceci m'a été attribué. L'accusation est comme une mosaïque parce qu'il n'y a pas d'éléments de preuve, mais cela ne devrait pas être autorisé. Nous avons été accusés d'avoir eu l'intention de mener un nettoyage ethnique. Et regardez ce que dit le président Tudjman à une délégation américaine. Les musulmans m'ont dit une fois qu'ils allaient exterminer les Serbes en Bosnie. Et je leur ai posé la question suivante. Comment allez-vous chasser 1,5 million de Serbes de Bosnie? Eh bien, les Serbes quitteraient la Bosnie un jour ou l'autre. La confusion a été créée de façon délibérée et c'est une confusion sans précédent lorsque j'ai été mise en accusation et condamnée pour cette idée d'homogénéisation. Une fausse idée a été avancée en vertu de laquelle les peuples devaient être séparés dans la région. Il ne s'agissait pas d'entité étatique et que l'homogénéisation signifiait qu'il ne fallait pas regrouper des territoires avec certaines populations majoritaires, mais qu'il fallait chasser les peuples en présence des observateurs, même et avant la guerre, et 10 villages, Dobretic, 4800 Croates, dans les municipalités de Skandervakouf, qui étaient majoritairement serbes, voulaient rejoindre Jajce et devenir une municipalité indépendante. Ceci fait partie des droits acquis par la Constitution et le président de la municipalité a fait droit à cette demande et en était d'accord et c'est un processus tout à fait naturel, c'est normal. Ici, homogénéisation de région. Un représentant du gouvernement dit le 25 février, à cette époque-là, on savait déjà que la communauté européenne avait accepté trois Bosnies qui étaient l'idée avait été lancée par Banninter parce qu'il a dit que la Bosnie n'était pas comme les autres républiques et qu'elle devait avoir son indépendance de façon différente. Et ici, il est dit, en quelques mots, on parle de frontières. Des frontières régionales, pardonnez-moi. Des frontières régionales. Les frontières régionales doivent être décidées sur la base de décision des citoyens de chaque village, des municipalités et des régions. Et il s'agit de savoir où ces personnes veulent vivre. Il s'agit là d'homogénéisation, du regroupement au sens administratif du terme. Personne ne va nulle part, personne ne persécute quelqu'un d'autre. Il s'agit d'un regroupement comme nous le constatons au niveau des cantons en Suisse. Il existe un nombre important d'éléments de preuve au dossier qui montrent que les Serbes ont demandé avoir une transformation de la Bosnie sur le modèle suisse et une modification de Sarajevo sur le modèle bruxellois, où chacun aurait sa propre municipalité, il n'y aurait pas de frontières, mais ils termineraient le travail eux-mêmes. Le 8 mars, 10 jours avant l'accord de Lisbonne, et sa ratification au sujet des trois Bosnies, le secrétaire Vance rencontre Genscher et lui dit le professeur Karadzic, le dirigeant des Serbes, avait une attitude positive eu égard à ses pourparlers car il souhaitait éviter la guerre à tout prix en Bosnie-Herzégovine. Il n'y a pas d'entreprise criminelle commune sans guerre. On ne peut pas la fabriquer. Cela ne peut pas exister. Et encore une fois,
ce que faisaient les Oustachis en 1991. Non, pardonnez-moi, en 1941. Plus de 500 000 Serbes et 250 000 personnes qui s'étaient converties au catholicisme et 250 000 personnes chassées. Voilà la théorie sur les un tiers, un tiers, un tiers. Et le 12 mai 1992, lors de l'Assemblée où il a été décidé d'avoir une armée, j'étais engagée pour parvenir à cette idée de 3 communautés ethniques et il fallait parvenir à un accord pour empêcher la guerre. Mais ceci ne signifie pas qu'il y aura expulsion de qui que ce soit. Et ici, nous avons le service de renseignement, la police secrète d'Hitler, qui écrit à Himmler depuis Zagreb. Des actes terribles ont été commis par les Oustachis contre les Serbes. Les Oustachis avaient commis des crimes épouvantables, en particulier contre les personnes âgées, les femmes et les enfants, etc. Dans les 10 mois qu'avait duré la guerre jusque-là, il y avait déjà 300 000 personnes concernées. On parle ici du mois de février 1942. À ce moment-là, 300 000 Serbes avaient été tués déjà. L'accusation à la Chambre de première instance me dit à moi que j'avais une attitude inquiète et j'avais tiré la sonnette d'alarme pour les Serbes. Il n'y a pas... La Croatie a subi des pertes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je ne dis pas que... Et on peut lire ici que l'entreprise criminelle commune avait été créée en octobre 1991. Aucune autre chambre de ce tribunal, et même dans l'affaire Krajnik, le 14 février 1992, il est fait état de la nécessité de protéger les musulmans et les Croates, de faire en sorte qu'ils puissent vivre encore dans les régions où ils sont majoritaires. La division et la partition avaient déjà fait l'objet d'un accord. La Chambre conclut au paragraphe 908 de l'arrêt Krajnik qu'il s'agisse de respecter les intérêts des autres peuples. Et ceci était exprimé par Karadzic. Il y avait séparation et l'homogénéisation n'avait pas encore été déclarée être l'objectif en 1994, lorsque les dirigeants arrivaient au pouvoir, etc. La Chambre de première instance déplace donc le jour de la création et passe au mois de février 1992. Et ici, nous parlons du mois d'août 1992 et nous constatons ce qu'a dit Karadzic. Pour ce qui est des autres nations, il nous faut avoir une partie qui participe ou qui fait partie des autorités municipales. Il faut être responsable puisque nous constituons un État. Vous êtes l'organe qui met en place cet État. Je m'adresse à l'Assemblée. L'État doit être créé de la meilleure façon possible. Et tous ces ingrédients doivent y être inclus. Telle est ma position du début à la fin. Rien n'a changé. Il n'a jamais été prévu qu'il y aurait des minorités. Excellence, puis-je me permettre de vous rappeler que la guerre en Bosnie-Herzégovine était une guerre municipale. Des guerres éclataient, des guerres en Occident. Dans la partie ouest, correction de l'interprète, à Sanski Mas, à Ključ, la guerre a éclaté dans cette région-là 9 semaines après le début de la guerre à Sarajevo. C'est à ce moment-là que les Serbes étaient les plus forts. Pourquoi ne les ont-ils pas tous tués et chassés à ce moment-là? Pourquoi les crimes n'ont-ils été commis que dans 20 municipalités? Pourquoi? Et je me souviens des éléments de preuve qui figurent au dossier D2 2424 par exemple et le P3788
ces pièces à conviction de Ed Williamy, qui n'est pas en faveur des Serbes, dit que les musulmans qui n'étaient pas des combattants n'avaient pas de difficultés, vivaient comme les autres. Certains documents ont été communiqués tardivement par l'accusation, s'agissant de Garbavica, par exemple, en 1993 et 1994. Différentes agences onisiennes ont été surprises par le fait que les musulmans et les Croates ne souhaitaient pas quitter Garbavica, qui était serbe. Et ils n'avaient pas été enrôlés dans l'armée, donc ils faisaient l'objet d'une discrimination positive. Ils n'étaient pas obligés de combattre, donc ils se sont demandé pourquoi quelqu'un essayait de les convaincre de partir et de quitter le territoire. Et maintenant, ça n'est pas dans un ordre chronologique, mais El Husseini était un ami personnel d'Hitler. Il venait à Sarajevo, il dormait et assistait à nos séances du gouvernement et nos agences de l'État, la République des services de sûreté, ce qu'on a dit. Il y a eu une réaction envers l'islam, au moins dans le courant de l'été 1943, Alija Izetbegović souhaitait mettre sur pied une armée musulmane, avait organisé l'achat d'armes, de munitions, de produits sanitaires et d'autres matériels, etc. Et étant donné que je dois remettre en cause les raisons pour lesquelles je me suis occupée des Serbes et que j'étais à l'origine de soulèvements et de réactions alarmantes. David Owen a été très provocateur. Que c'était très provocateur de la part des Serbes en Croatie. Tudjman a adapté la création d'un État fasciste croate pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hitler en était la cause. Peut-être que si je passe au volet Sarajevo, je reviendrai sur cette diapositive. Nous parlons maintenant de la date du 27 mars 1992. Le plan Coteliero, qui a été mis en place depuis 10 jours déjà. Je m'adresse à l'Assemblée et je dis qu'il devrait tout mettre en œuvre avec l'autorisation des membres de l'Assemblée pour organiser la défense, une défense exclusive. Et ce jour-là, le Conseil national de la sécurité nationale a été créé, ce qu'a cité M. le juge Meron, le président de la Chambre d'appel, lorsqu'il a évoqué le contexte de cette affaire au début de cette audience. Des gangs ont traversé la frontière pour arriver en Croatie, comme s'ils se rendaient à un mariage, ont tué des centaines de personnes dans le village de Segorac en Bosnie. La guerre n'avait pas éclaté, la police n'était pas là parce qu'elle ne s'intéressait pas à la protection des citoyens. C'est la raison pour laquelle nous avons constitué ce Conseil de défense nationale. Et ici, je demande à ce que l'on organise la défense et qu'il faut s'efforcer pour maintenir la paix, que la paix était de notre intérêt et que la conférence sur la paix avait déjà donné des résultats positifs. Si nous n'avions rien fait, si nous n'avions pas agi par nous-mêmes, des éléments de preuve existent. Nous n'avons rien fait par nous-mêmes. Et donc, en novembre 1991, M. Izetbegović s'est engagé sur les éléments suivants. Les éléments constitutifs de la population auraient un accord qui porterait sur 5 ans, y compris différentes fonctions au niveau des municipalités, après quoi la Republika Srpska pouvait éventuellement faire sécession. Pour ce qui est de la séparation des États, c'est quelque chose que j'ai évoqué le 12 mai 1992 lors d'une séance de l'Assemblée. Il s'agit d'une pièce de l'accusation, l'espèce, c'est une pièce à conviction P.
Et la dernière phrase au niveau de ce paragraphe se lit comme suit. Il n'y a jamais eu d'intention de séparer la population. Nous devons modifier les objectifs stratégiques. Nous devions préparer des négociations. Mais les musulmans vivaient à cette époque-là encore sur tout le territoire de la Republika Srpska. Et le lendemain, lors d'un rassemblement politique, nous leur avons dit « Vous n'êtes pas l'ennemi. L'ennemi, ce sont les dirigeants extrémistes et eux seuls constituent l'ennemi. » C'est quelque chose qui m'a été attribué. Mais en réalité, le président Tudjman a entendu dire en Europe qu'il fallait contrôler les musulmans. C'est quelque chose que nous avons déjà montré ici. On nous a accordé ces droits. Nous parlons maintenant du 4 novembre. On nous a accordé le droit de montrer nos emblèmes nationaux et d'avoir un système d'éducation, les instances judiciaires et toutes les administrations pouvaient être gérées par nous. Il y avait également l'administration et une police régionale et nos organes législatifs. Donc, nous étions autorisés à rester en Bosnie et en Yougoslavie. Ceci nous avait été promis, de même que l'Irlande est restée au sein de la Grande-Bretagne tout en conservant son territoire. C'est comme la Virginie de l'Ouest qui a fait partie de l'Union et tout en faisant partie de la Confédération du Sud. Il s'agit de droit ici. Apparemment, je n'aurais cessé de dire que j'avais prévu une catastrophe. Mais à la manière dont cela m'est attribué, c'est comme si c'était ce que je souhaitais. Pourquoi en parlerais-je et pourquoi en serais-je inquiété et pourquoi, si cela avait été mon souhait, qui aurait souhaité que le chaos règne? Nous avons agi conformément au texte de la constitution de la RSFY. Et il fallait défendre le pays. Chaque individu devait défendre le pays jusqu'à l'arrivée de l'armée. Chacun allait se défendre de la meilleure façon possible. Une fois l'armée sur place, à ce moment-là, l'armée prendrait le commandement. Haute trahison, c'est la sanction qui empêche un pays de se défendre. Chaque municipalité devait assurer sa défense. Et ici, on me reproche le fait que les municipalités se sont défendues, se sont organisées. L'armée était sur place. L'armée se trouvait dans chaque municipalité. Donc avant l'arrivée de la GNA, le commandant suprême de l'armée était le président municipal, de par ses attributions et ses fonctions. Et ceci était conforme à la loi et ceci s'appliquait à chaque municipalité. Et ici, nous parlons de la façon dont les volontaires ont été créés. Une partie de ces volontaires ont fait partie de groupes incontrôlés par la suite. Et ceci a été sanctionné. Mais chaque personne était membre des forces armées de la RCFY. Et toute personne qui participe à un mouvement de résistance contre l'ennemi, un petit nombre de ces personnes ont été poursuivies en justice. Donc il fallait assurer la paix à tout prix. Et ici, nous sommes en présence d'une liste des personnes qui savaient ce qui allait se passer
Et ces personnes demandaient à ce que les choses ralentissent, que nous ne devions pas nous précipiter. L'Assemblée des Serbes de Bosnie était le moyen officiel qui permettait de transmettre l'idéologie, les objectifs des dirigeants bosno-serbes qui ont été sanctionnés par la suite et disséminés. L'Assemblée des Serbes de Bosnie, en Bosnie-Herzégovine, était un organe comprenant des personnes très instruites. J'ai été critiquée à maintes reprises. Toute personne avait le droit de prendre la parole. Il ne pouvait pas s'agir d'un moyen utilisé à cet effet. Et ici, ce qu'a dit Trenor. Déclare sur ce qui avait été anticipé. L'accusation a exercé des pressions sur la Chambre de première instance pour me condamner parce que je n'ai pas anticipé ce qui allait se passer. Parce que j'anticipais ce qui allait se passer, les difficultés que nous allions rencontrer, ce qui s'est passé en Croatie 2 ou 3 mois avant ce qui s'est passé en 1941, ce qui arrive dans chaque guerre. Il n'y avait pas de guerre sur le territoire de la Yougoslavie en raison d'une attaque étrangère qui n'était pas accompagnée par un mouvement civil et différentes factions qui étaient en présence. Ceci se passe dans chaque guerre civile. C'est ce qu'a dit Trenor au sujet des Serbes. Étant donné que la Bosnie se trouvait en Yougoslavie et que les Serbes en Bosnie faisaient partie de la Yougoslavie, il s'agissait simplement, il suffisait de maintenir le statu quo en Yougoslavie. Et si on défend le statu quo, il n'y a pas d'entreprise criminelle commune, on garde ce que l'on a, on ne demande pas quelque chose de nouveau, on est satisfait de ce qu'on a et on le défend. Trenor dit ici qu'il y avait eu des violences au sein du Parlement qui avaient été commises par le SDA et le HDZ. Il s'agissait de... le sujet à l'ordre du jour était l'homogénéisation et ici, nous avons devant nous le jugement de la Chambre de première instance. Les Serbes de Bosnie s'étaient mis d'accord sur les 3 principaux éléments du plan Cotiliero, qui déclarait que l'ABIH devait être un État indépendant, ce qui était douloureux pour nous, que ce pays allait conserver ses frontières et serait composé de 3 partis constitutifs. L'idée d'une Bosnie indépendante comprenant des cantons a été abandonnée, ou vice-versa. Lorsque les musulmans ou les SDA sont revenus sur l'accord Cotiliero, c'est à ce moment-là que la guerre a éclaté. Et surtout à Sarajevo. Voici ce que dit le général Rose. Particulièrement à Sarajevo. Excellence. À Sarajevo, il y a eu 1400 jours de combats de rue. Un petit nombre de personnes a été tué et si il y avait véritablement la terreur, oui, mais environ 6000 combattants musulmans ont été tués. Et des Serbes aussi. Pour ce qui est des civils, le chiffre était plus petit. Les Serbes ne ripostaient que lorsqu'ils étaient menacés. Voici comment les musulmans ont provoqué des crises pour pouvoir faire porter la responsabilité aux Serbes. Et ils ont été à l'origine d'une intervention armée. Si la terreur à Sarajevo convenait aux musulmans, cela ne convenait pas aux Serbes. Pourquoi les Serbes terroriseraient-ils la population à Sarajevo? Il y avait 60 000 Serbes qui y vivaient, il y avait leurs voisins. Et troisièmement, la partie musulmane utilisait toutes ces crises pour empêcher ou entraver toute conférence. L'acte d'accusation et le jugement de première instance déclare que les Serbes ont terrorisé les musulmans pour les contraindre à commencer les pourparlers. Mais c'était l'inverse, c'était les musulmans qui étaient à l'origine des crises. Il y avait des meurtres et des suicides
de leur propre population pour éviter les conférences et pour éviter l'aide internationale de l'Arabie saoudite et autres pays. Et c'est un général tout à fait responsable qui dit cela. Ceci est moins important. Et ici, nous voyons comment, encore une fois, le général Rose prend la parole et il dit que les Français disposaient d'éléments de preuve encore plus sérieux, à savoir que les troupes musulmanes dans la ville tuaient leurs propres citoyens, ce qui était plutôt la règle qu'une exception. Et dans de tels cas, Excellence, les Nations Unies doivent codifier ceci une fois pour toutes. Nous n'avons jamais été autorisés à participer aux enquêtes. Les juges de la Chambre ont même dit que Karadzic avait demandé des enquêtes conjointes, même s'il savait que les musulmans ou les Nations Unies ne l'autoriseraient pas. Si vous ne l'autorisez pas, vous ne pouvez pas nous accuser et nous faire porter la responsabilité pour ces incidents-là. La partie musulmane peut, par dépit, organiser ce genre de choses. Mais si nous ne pouvons pas mener une enquête objective, eh bien, c'est eux qui ont provoqué cela pour pouvoir provoquer le bombardement des Serbes. Et quelquefois, ils ont réussi, mais les Nations Unies ne doivent pas autoriser cela. S'il n'y a pas d'enquête conjointe, à ce moment-là, on ne peut pas accuser la partie que l'on a empêchée de participer aux dites enquêtes. Maintenant, nous sommes à la date du mois d'octobre 1991. Krajnik et moi-même, nous parlons ensemble et nous surveillons ce qui se passe à La Haye. Et nous sommes heureux de constater que la conférence de La Haye progresse bien et que les choses avancent dans le bon sens et que peut-être le bain de sang qui n'est circonscrit qu'à la Croatie pour le moment, en tout cas, qui n'a pas débordé en Bosnie, pouvait être qu'on pouvait y mettre un terme. Excellence, à commencer par le 20 octobre jusqu'au 4 novembre, toutes mes déclarations doivent être comprises dans le contexte de l'époque. Une conférence, il y avait de nouveaux événements qui se sont déroulés. Si je dis prenez le pouvoir dans une municipalité, je ne disais pas prendre le contrôle. Il y a une différence importante. Si on prend le pouvoir, cela veut dire qu'il faut exercer le pouvoir. Et il faut s'assurer que les musulmans et les Croates ne fuient pas la municipalité en question. Maintenant, nous avons les unités constituantes et il faut qu'elles soient disciplinées, il faut qu'elles soient ordonnées. Vous voyez que nous devions surveiller tout cela et nous n'avons jamais agi avant de nous assurer qu'il y avait eu un accord à La Haye. Alors voilà comment le 18 mars, un responsable haut placé du côté musulman a célébré l'accord de Lisbonne, le plan Cotillero. Donc il l'a fêté en disant c'est excellent, les musulmans se font très bien et les Serbes sont en position de faiblesse, mais bon, nous l'avons accepté et jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à Dayton, nous sommes restés fidèles à l'accord de Lisbonne. Voilà donc un autre extrait dans la presse, le document D302. Ce sont là toutes des pièces à conviction, n'est-ce pas? Ici, vous voyez ce qu'a dit Traynor. J'ai été accusé ici d'avoir créé des communautés de municipalités dans le Kosovo. Au Kosovo, les Albanais d'ailleurs avaient permis aux Serbes de créer ces communautés de municipalités. C'était un élément constitutionnel. Voilà ce qu'a dit Traynor. C'est reconnu dans la Constitution. Les municipalités ont le droit de se prévaloir de cela. Ici, j'ai été attaquée au motif qu'il y avait des objectifs stratégiques. Nous avions des objectifs stratégiques pendant toutes les négociations. Lorsque la guerre a éclaté, l'équipe de négociation a dû présenter une autre approche au Parlement. Et donc voilà l'interprétation de Traynor de la chose, et d'ailleurs à juste titre et à bon escient. Les objectifs
du point de vue des Serbes de Bosnie et de leurs négociateurs, sous l'égide du docteur Naradzic pendant toutes les négociations. Et cela sous-tend la position des Serbes de Bosnie jusqu'aux réunions de Dayton. Du point de vue des négociateurs des Serbes de Bosnie, eh bien, ces objectifs stratégiques étaient les objectifs vers lesquels il tendait. Il n'a jamais été impliqué qu'il s'agirait là d'objectifs de guerre. Les guerres locales ne produisent pas de fait accompli. Il faut qu'il y ait une conférence. Voilà ce que Trainer a dit. Notre facteur militaire aurait dû gagner en vertu d'une logique militaire. Et Karadzic a dit non. Il fallait laisser de la place pour que les autres aient aussi leur mot à dire. Alors, l'on m'a accusé de plans visant à enlever une bonne fois pour toutes les musulmans et croates de territoires revendiqués par les Serbes, et la Chambre de première instance a conclu que ces objectifs territoriaux n'étaient pas des actes criminels en tant que tels, mais c'était que le fait de vouloir transférer la population l'était. Et le procureur a compris que le fait de déplacer temporairement les gens pendant les opérations de guerre était une obligation et que les Serbes voulaient faire les choses de manière permanente. Mais alors comment faire en sorte que les gens partent de manière permanente si juste après il y a un nouveau statu quo, si les choses sont rendues possibles? Ce n'est pas possible. Donc j'ai proposé, et d'ailleurs signé des propositions vues du retour des réfugiés. Et le fait que l'on parle d'expulsion permanente est un mythe, tout simplement. Martin Bell et d'autres ont aussi fait un amalgame pendant le procès, pendant un certain nombre de dépositions. Il y a Martin Bell, il y a Trainer, il y a même Arland Fraser et les personnes des Nations Unies. Enfin, si la Chambre en a besoin, et la défense d'ailleurs peut lui remettre une liste. Tous ces gens ont revu leur point de vue une fois qu'ils ont appris certaines choses à la lumière de ces éléments qu'ils ne connaissaient pas précédemment. Par exemple, et personne ne tient compte de cela, de ce qu'a dit Martin Bell. Il a dit qu'il avait vu un certain nombre de documents ici, dans le prétoire. Voilà, nous avons les objectifs stratégiques, etc. Ainsi, il n'est absolument pas possible que quelque chose qui est imputé dans l'acte d'accusation et ensuite invoqué dans le jugement soit juste. Je fais des commentaires d'ailleurs sur chacun des paragraphes et vous verrez que la plupart des commentaires sont à décharge. Alors, un exemple, lorsqu'il est dit que Karadzic savait que les crimes étaient permis, la police l'a informé. La police m'a informé qu'elle faisait son travail et qu'elle procédait à des arrestations et qu'elle se livrait à des poursuites. Enfin, c'est voilà quelque chose qui est un élément à décharge. Alors, l'un des mythes concerne les forces armées serbes et dans l'un des paragraphes, il y a une référence où on dit que les forces serbes étaient l'armée et que la SDS était le volet politique. L'accusation a réussi à persuader la Chambre que les forces serbes
que la formulation impliquait la JNA, alors que nous n'avions rien à voir, et d'ailleurs que nous ne pouvions pas commander, nous n'avions aucun contrôle sur l'un quelconque des soldats de JNA qui étaient là jusqu'au 20 mai. Notre défense territoriale n'a pas pu être indépendante tant que la GNA était présente. Elle y était subordonnée, et ce, en vertu du droit vis-à-vis de l'armée nationale yougoslave. Puis ensuite, les forces serbes ont inclus des volontaires, qui ont été abandonnés quelque part. Une fois que la GNA est partie, nous n'avions pas de volontaires. Il y a certains qui étaient des éléments incontrôlables que nous avons arrêtés, donc ça ne fait aucun doute, mais et des forces paramilitaires. Donc les forces serbes, c'était l'armée, la police. Il n'y avait pas d'autres forces serbes. Et le 13 juin, j'ai interdit la création de forces paramilitaires. Je leur ai ordonné de se subordonner aux unités régulières, sauf à être arrêtés. Et j'ai déclaré qu'ils étaient hors la loi s'ils n'obtempéraient pas. Alors comment est-ce que l'on peut m'imputer des crimes d'une unité paramilitaire alors que nous-mêmes les avons poursuivis et que je me suis dissociée de ces personnes? Alors, qu'est-ce que l'on voit ici? Maul qui a témoigné et qui parle des UNMO qui qui disait que les musulmans les avaient ciblés et qu'ils voulaient intervenir militairement. Mais alors pourquoi est-ce que les Serbes auraient voulu terroriser Sarajevo et pourquoi intervenir contre eux-mêmes? On sait très bien à qui profitait cet objectif. Et voilà donc ce que dit Maul à nouveau, le chef des observateurs, qui disait que il savait ce qui se passait. Et le général Rose dit que c'était plutôt une règle que l'exception. Il dit que il pensait que les musulmans, on ne pouvait pas dire de manière catégorique qu'ils bombardaient leurs propres civils eux-mêmes. Mais néanmoins, c'était de notoriété que les enquêtes ont pu mettre en exergue le fait que les forces musulmanes, occasionnellement, ont bel et bien bombardé leurs propres civils. Alors, Excellence, est-ce qu'un incident suffit pour que l'accusation ait la charge de la preuve pour prouver que dans d'autres cas, les auteurs n'étaient pas des musulmans mais des Serbes? Bon, à Sarajevo, il y a 260 mosquées qui sont pleines de monde, particulièrement le vendredi. J'ai demandé au commandant du corps de Sarajevo de Romania, combien est-ce que vous avez touché de mosquées? Il m'a dit aucune. Et puis, le juge Baird a demandé pourquoi. Il a dit, eh bien, c'est parce qu'il ne tirait pas depuis la mosquée. Il n'a répondu que d'après les armes. Il n'a pas répondu concernant le fait de cibler les personnes. Donc, voilà ce que Maul maintenant dit au sujet du fait qu'il s'agissait de tactique. Il parle du fait qu'il y a des civils qui sont malmenés, des quartiers, des hôpitaux, des Nations Unies, des établissements scolaires, ce genre d'endroits qu'on utilisait et depuis lesquels on tirait. Moll a dit qu'il avait une certaine expérience de cas de figure où l'armée musulmane tirait sur la partie serbe de manière à ce que les Serbes réagissent et ciblent justement les endroits d'où venaient les tirs. Voilà ce que dit Rose au sujet des musulmans. Les musulmans ouvrent le feu sur les Serbes, et bien les Serbes, en espérant que les Serbes répondent. Ce qui
entraînerait une nouvelle condamnation de la part de la communauté internationale qui condamnerait ainsi les Serbes. Voilà, Excellence. Alors, ce qu'a fait le procureur, voilà ce qu'a fait la Chambre de première instance. Et l'on voit la nature des échelles. C'est incroyable. D'un côté, il y a des pactes internationaux, des documents sur les droits de l'homme, la Charte des Nations Unies, la Convention de Helsinki sur les frontières, les constitutions nationales, les droits nationaux, les décisions parlementaires ou les décisions gouvernementaux et mes propres décisions. Donc énormément de documents d'un côté. De l'autre côté, vous avez des rumeurs, des plaisanteries, des choses qui sont parfaitement officieuses et qui relèvent du oui-dire et de rumeurs et auquel on confère un poids encore plus important. Et le 16 février, il a été déterminé qu'on ne pouvait pas dire qui avait tiré sur Marc-Allais. Et tout ce que disent les Nations Unies... donc là, nous avons le fait qu'une personne, un responsable musulman qui dit « moi je vais prouver que c'est les Serbes », et la Chambre de première instance tient compte de cela dans ce tribunal des Nations Unies. Alors, comment est-il possible que des conclusions des Nations Unies soient laissées de côté? Bon, parfois, on pouvait prendre le témoignage d'une personne ayant participé à telle réunion qui fait des allégations. Si moi j'avais dit ça, eh bien, le monde entier en aurait eu connaissance immédiatement. Et en présence des Nations Unies, eh bien, cela aurait fait la une des journaux. Donc ici, soit il déforme mes propos ou mes déclarations, ou bien il qualifie, enfin, ils disent que j'aurais dit telle ou telle chose. Et donc ensuite, ils envoient le rapport et telle chose est prise hors contexte. Et de toute manière, comment aurait pu être, y en être autrement pour des choses aussi importantes? Là encore, les Français avaient beaucoup plus d'éléments que Maul sur ces points-là. J'ai la conviction personnelle que la justice internationale est nécessaire et que c'est la meilleure solution de s'assurer que cette justice n'existera jamais. La Cour ne nous a pas permis de faire la démonstration de la conduite du comportement de l'autre partie. Or, en droit pénal, eh bien, il faut faire la distinction entre ce qui était nécessaire et ce qui relève d'un comportement pénal. Alors, une défense est bel et bien nécessaire, ça existe. Tous les facteurs internationaux sont d'accord pour dire que la stratégie du côté serbe visait à contenir les forces ennemies afin de les empêcher de déferler sur leur territoire. Les Serbes n'ont pas procédé à des avancées nulle part. Nous n'avons pas marché sur Sarajevo. Il n'y a pas de tels éléments de preuve. Notre stratégie n'était pas offensive, en fait, elle était défensive sur tout le territoire de Bosnie. Les territoires n'ont pas été pris de force. Même l'accusation admis le fait que, avant la guerre, nous disposions de 60% de l'ensemble du territoire. Où nous nous étions installés il y a de cela fort longtemps. Et lorsque les Turcs, les Ottomans sont arrivés, eh bien, nous sommes retranchés dans les montagnes. Il s'agit là de connaissances qui est facile d'accès, mais nous n'avons
n'avons pas le droit de montrer le comportement de l'autre partie parce que il est dit que ce sont là des éléments de nature tout coquet, mais ce n'est pas le cas. Euh, ce qui est vrai, en revanche, c'est que s'ils ouvrent le feu sur des Serbes, eh bien, les Serbes ont le droit de répondre sans demander l'autorisation au commandant ou au président. Toute personne a le droit de se défendre elle-même. On voit dans le jugement qu'on a l'impression qu'il s'agit là d'une sorte de match de boxe où l'on voit finalement un seul des deux combattants. Et donc, on assiste finalement à quelque chose qui est parfaitement ridicule. L'accusation prétend, et la Chambre de première instance d'ailleurs l'a accepté malheureusement, admis le fait que, soi-disant, je criais au loup pour aucune raison particulière. Alors, si je dis il va pleuvoir, alors qu'il pleut déjà, eh bien, ce n'est ni non nécessaire ni ridicule. Si nous étions en train d'être attaqués par les musulmans, notre combat, dans ce cas-là, est justifié. L'accusation a présenté un certain nombre de témoins dont les dépositions étaient manifestement à décharge. Or, la Chambre de première instance en a fait fi. N'en a pas tenu compte. Et je veux dire que elle a, je dirais, massacré, si je puis dire, mes 230 témoins. Or, ce sont des personnes de renom et connues, respectées, que l'on peut contre-interroger très facilement, et pour autant, leurs témoignages ont été rejetés. Alors, je sais que nous avons ici un système de droit qui diffère d'une autre. Dans notre système de droit, nous ne nous fondons pas uniquement sur la procédure, mais aussi sur le fond. Si l'on n'arrive pas à établir une base de fait ou qu'elle est erronée, eh bien, dans ce cas, il y a un nouveau procès. Certaines déclarations ont été déformées, des droits ont été bafoués, des faits ont été déformés, des mobiles ont été dissimulés. Et les conséquences, eh bien, c'est que nous arrivons à cette description qui est une pure folie. Et donc, après la lecture de notre mémoire en appel, notre dernier mémoire et tous les éléments de preuve du dossier, je suis persuadée que la Chambre qui regroupe des personnes hautement qualifiées comprendra que ce jugement n'est pas un jugement équilibré et qu'elle le renversera. Nous ne sommes pas là dans un jury. Si nous étions dans une cour de jurés, eh bien, je pense que dans ce cas, la performance de M. Kruger aurait sans doute été supérieure à la nôtre, mais ce n'est pas le cas. Pour le fait de refuser le fait que, ou de ne pas reconnaître que les Serbes, comme les Juifs et les Roms, ont été victimes d'un épouvantable génocide pendant la Deuxième Guerre mondiale et qu'ils étaient, à bon escient d'ailleurs, terrorisés, que la même chose se reproduise. Et de ne pas le dire dans l'acte d'accusation, eh bien, je pense que c'est quelque chose qui est parfaitement injuste. Je suis bien évidemment à votre disposition pour
vous présentez un certain nombre de déclarations et une liste de documents à décharge qui citent d'ailleurs aussi parfois le jugement, mais qui n'ont pas été reconnus. Je peux préparer tout cela le cas échéant, mais il ne faut pas autoriser à l'accusation le droit de créer de nouvelles normes. Il ne faut pas bafouer les droits de la défense d'aucune manière. Et il ne faut pas empêcher une partie au procès de faire ou de participer aux enquêtes. C'est notre dernière chance pour que la justice internationale puisse enfin exister. Sinon, elle n'existera plus, ou alors elle existera, mais ce sera un cadeau fait aux criminels. Dans ce bas monde, la justice est le seul espoir. La justice est la lumière, mais la justice ne tombera pas du ciel. Il faut y travailler. Les ténèbres existent déjà, et or il faut créer la lumière de manière à s'opposer aux ténèbres. Et l'on peut dire la même chose en matière de justice. Si votre chambre et si ce tribunal ne répare pas les fautes, les erreurs qui ont été commises, eh bien, ce serait terrible. Vous savez, mesdames et messieurs les juges, un grand nombre d'innocents sont derrière les barreaux à cause du fait que la procédure judiciaire n'a pas été la bonne. Et cela pourrait aboutir à un certain nombre d'acquittements et pourrait invalider un certain nombre de décisions, ce qui sauverait d'ailleurs l'honneur de ce tribunal. Je ne suis pas amère, mais je dois dire que c'est un fait. Ce qui a été imposé au peuple serbe vers la fin du XXe siècle et qui se poursuit à ce jour, eh bien, c'est une sorte de curiosité, je dirais, dont il faut se souvenir. Les jugements et les vérités qui ont été établies sur la Bosnie ne vont pas disparaître ou s'évaporer comme par magie. Tout cela sera confirmé, reconfirmé avec chaque nouveau jour. Merci. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Le président, merci. Bien, donc la défense a terminé de présenter ses arguments. Nous faisons maintenant la pause et reprendrons à 14h30 afin que l'accusation puisse répondre aux arguments.